Bonjour à tous, CDC Habitat, bras armé immobilier de la Caisse des dépôts, a toujours été présent pendant les crises économiques pour soutenir le secteur résidentiel. Celle-ci ne fait pas exception et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir André Hichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de CDC Habitat. J'accueille également à mes côtés Aurélien Joanneau, journaliste pour Business Immo. Bonjour Aurélien. Bonjour Baptiste. Et bienvenue sur ce plateau. Alors, André Hichet, au printemps dernier, pendant le confinement lié au coronavirus, bien sûr, vous annonciez une commande inédite de 40 000 logements neufs auprès de promoteurs. Où en êtes-vous de la mise en place de ce plan qui, je crois, est chiffré à plus de 8 milliards? Oui, bien aujourd'hui, nous avons franchi le seuil des 40 000 commandes fermes auprès des promoteurs. Nous avons reçu, dans les 3 mois qui ont suivi notre appel à projet, environ 100 000 propositions de logements provenant d'une bonne centaine de promoteurs. Et c'était un niveau de réponse qui était inédit, puisque nous avions déjà opéré des plans de relance dans le passé, mais pour des volumes nettement inférieurs. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons atteint ce premier objectif. Ça correspond, grosso modo, vous l'avez dit, à un volume d'investissement de 8,3 milliards d'euros, exactement, la précision. Ce volume est financé. Nous avons à la fois des ressources propres, puisque le groupe dégage environ 400 millions d'euros de résultats chaque année avant impôt. Et par ailleurs, la Caisse des dépôts nous a soutenus avec une augmentation de capital qui est destinée d'une part à soutenir cette production, mais d'autre part également à nous aider à soutenir le secteur HLM. C'est-à-dire que nous avons un périmètre d'environ une quarantaine d'organismes qui ont fait le choix de se rapprocher de nous. Et nous leur avons injecté depuis le début de l'année environ 500 millions d'euros de fonds propres, de manière qu'ils puissent eux-mêmes soutenir leur production. Ce qui fait que quand on analyse, si vous voulez, notre impact en termes de plan de relance, il y a bien sûr ces 40 000 VFA, vente à un état futur d'achèvement que nous avons d'ores et déjà contractualisé, mais il y a environ 25 000 constructions qui sont programmées chez nos partenaires, qui opèrent dans le secteur du logement social, là exclusivement. Nous leur avons apporté l'équivalent de 60% de leur potentiel d'investissement. Et par ailleurs, ils ont également un programme de réhabilitation de 50 000 logements sociaux à peu près qui en passe d'être lancé. Donc en réalité, quand on regarde l'impact de notre plan de relance, il est plutôt de l'ordre de 10 à 12 milliards d'euros qui soutiennent bien sûr le secteur de la promotion en tant que premier intermédiaire, mais qui soutiennent surtout le bâtiment et l'ensemble de la chaîne. L'ensemble de la chaîne du BTP, oui. Aurélien. En cette fin d'année, l'incertitude est toujours de mise pour les milieux économiques. Est-ce que vous envisagez d'aller plus loin avec votre feuille de route pour le résidentiel? Oui, le sujet, si vous voulez, c'est qu'actuellement, donc, évidemment, parmi les 100 000 propositions que nous avions reçues, nous avons trié celles qui nous paraissaient rapidement opérationnelles, ce qui signifie la maîtrise foncière, ce qui signifie la garantie de constructibilité, éventuellement l'obtention du permis de construire ou une quasi-certitude de l'obtention du permis de construire. Nous avons également négocié, comme nous le faisons toujours, les prix qui nous paraissaient compatibles avec nos propres objectifs de rendement. Bon, ce qui signifie une décote de l'ordre de 12 à 15% par rapport au prix public. Et donc, c'est sur cette base-là que nous avons contractualisé. Quand on regarde le stock de logements actuellement disponible, on voit bien qu'il ne présente plus la même qualité en termes de certitude d'aboutissement, je dirais de maturité des projets. Et donc, bien sûr, nous allons continuer à aller au-delà. Nous avons des ressources assurées, notamment grâce au levée de fonds que nous avons opéré sur les marchés. Mais il faut que nous veillions à reconstituer le stock d'opportunités, le stock de produits disponibles. Et aujourd'hui, dans une perspective qui n'est plus celle de 2020 ni de 2021, mais au-delà, disons à partir de 2022, 23, 24, le véritable enjeu, c'est de remettre des produits en fabrication, c'est-à-dire en réalité de lancer des opérations d'aménagement de plus ou moins grande ampleur, de telle manière que nous puissions reconstituer ce stock et recommencer à négocier dans de bonnes conditions, effectivement, cette opération d'acquisition d'actifs. Pour cela, nous avons, depuis quelques jours, adressé un courrier à une soixantaine d'aménageurs, les grands aménageurs, soit des sociétés d'aménagement, des sociétés d'économie mixte, des établissements publics parfois, en leur demandant de nous présenter, s'ils le souhaitaient, les grands projets qu'ils avaient dans leur tiroir, en quelque sorte, en leur disant si nous sommes convaincus et si nous pensons que le projet à la fois est intéressant, a de bonnes chances d'aboutir, nous pourrions précommander de l'ordre de 15 à 20% du
programme qui est envisagé, de telle manière que nous puissions pour vous diminuer le niveau de risque que vous supportez et que vous puissiez lancer parfois des opérations que sans ça vous attendriez plus longtemps avant de pouvoir démarrer. Si vous voulez, dans cette affaire-là, vous le savez bien, la dimension économique, c'est une dimension fondée sur la confiance. Il faut constituer ou reconstituer la confiance. Et finalement, c'est ce que nous avons essayé de faire en garnissant le carnet de commandes du BTP pour que les entreprises conservent leur personnel, leurs effectifs, notamment les personnels qualifiés. Mais il faut aujourd'hui travailler dans une perspective non plus d'opérations ponctuelles, mais dans une perspective de filière de production. Et l'enjeu, c'est de remonter la filière de production. On suivra peut-être les réponses à ces courriers. Aurélien, peut-être sur la crise. Oui. Tout au long de votre parcours professionnel, vous avez connu plusieurs crises financières et économiques. La dernière remonte à 2008. En quoi celle de 2020, qui est avant tout une crise sanitaire, est-elle si différente par rapport aux précédentes ? Comment vous l'observez ? Comment elle intervient et elle interfère sur le marché immobilier ? Oui, elle est plus globale. Si vous voulez, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en 2008, la crise successive à l'effondrement de Lehman Brothers, qui touchait le secteur de l'automobile, le secteur du bâtiment, de la construction, c'est des crises sectorielles et des crises essentiellement conjoncturelles, c'est-à-dire qu'il fallait relancer la machine. Aujourd'hui, la problématique est beaucoup plus complexe. Elle est beaucoup plus complexe, par exemple, dans le champ de l'urbanisme, parce qu'on voit que la structuration du tissu métropolitain mérite d'être revisitée. Elle mérite d'être revisitée, on le voit par exemple à travers le résultat des élections municipales, parce que nous avons atteint les limites d'un certain type de développement intensif, et en réalité, pour aller droit à l'essentiel, nous devons enfin aller vers la mise en œuvre concrète, réelle, d'un concept de métropole polycentrique. On ne peut plus concevoir la métropole autour d'un centre unique avec le phénomène de congestion que cela entraîne. Donc il faut aller vers une métropole polycentrique, ce qui implique la corrélation entre, évidemment, l'habitat, les transports publics, etc. Vous avez notre champ dans lequel c'est très net. Vous avez la grande distribution, les centres commerciaux. C'est un concept qui repose sur la spécialisation d'une plateforme de distribution de biens de consommation courante. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut compléter ces plateformes de distribution d'une part par de la culture, par des activités de loisirs, mais plus encore, il faut reconstituer de la proximité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut reconstruire des quartiers, des micro-quartiers autour de ces centres commerciaux, de manière aussi à générer une clientèle de proximité, finalement. C'est-à-dire reconstituer de multiples centres d'activité. Donc, on voit bien qu'à travers ces mouvements-là, et on pourrait parler aussi du travail à distance et des conséquences sur l'attractivité de villes moyennes, ce que jadis la data rappelait les métropoles d'équilibre. Il faut repenser ces données-là. Et alors, ça conduit finalement à deux questions fondamentales dans l'équilibre social qui portent sur la nature de l'entreprise et les fonctions, les missions de l'entreprise, et d'autre part sur la nature même du travail. Il faudrait plusieurs émissions pour parler de tous ces sujets. André Hichet, malheureusement, on approche du gong de fin de celle-ci. En décembre prochain, vous allez quitter votre poste de président du directoire de CDC Habitat. Vous serez remplacé par Anne-Sophie Grave. Quel est peut-être le souvenir le plus fort de ces années passées à votre poste ? Comme ça, si on a une petite note un peu plus personnelle pour finir cette interview. Plus personnelle. En réalité, si vous voulez, chaque épreuve, chaque rendez-vous a un peu tendance, évidemment, à effacer les autres. Aujourd'hui, spontanément, je vous dirais que cette crise, c'est l'exercice dans lequel nous nous sommes lancés, qui n'était pas complètement évident. Il y avait une pari sur l'avenir qui consistait à dire le secteur est en crise. Souvenons-vous, nous, d'un précepte essentiel boursier qui consiste à dire on achète au son du canon et on revend au son du clairon. Ça consistait à dire, eh bien, nous allons acheter en quelque sorte la récolte sur pied. Bon, enfin, il faut faire un pari à la fois sur les modes de financement que nous allons pouvoir dégager et sur la valorisation des actifs dans la durée. Mais en réalité, quand on regarde bien, ce type de choix, ce type de pari, il y a 20 ans,
que CDC Habitat pratique. Et si, en 20 ans, nous sommes passés d'une société qui détenait 23 000 logements, qui en gérait en gros 50 000, à un groupe qui aujourd'hui dépasse 520 000 logements, avec 50 000 logements en commande et un réseau de partenaires de 300 000 logements, 40 partenaires opérateurs, c'est bien parce que régulièrement, presque chaque année, à un moment donné, nous avons fait un pari qui n'était pas complètement évident. C'est ce qui rend intéressant ce métier, c'est-à-dire qu'en réalité, on voit bien que, en travaillant sur une entreprise, en faisant évoluer une entreprise, nous participons de l'évolution générale de la société, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper sur la réalité. Nos métiers sont fondamentalement des métiers politiques, c'est-à-dire que nous agissons fondamentalement sur la vie des gens et sur la structuration sociale. Et c'est ça qui constitue la véritable noblesse de nos métiers, dans lesquels j'inclus en particulier les gardiens, à proximité, les gens qui sont en contact de la société, et évidemment toutes les étapes, toutes les strates successives qui contribuent au fonctionnement de l'entreprise. Quand on touche à l'immobilier, on touche au social, on touche à l'humain, et Dieu se sait qu'aujourd'hui, nous savons bien que l'humain, à divers titres, sécurité, etc., est un enjeu central de l'équilibre social. Parfait. Eh bien, merci André Richer d'être venu partager cette expérience sur le plateau. Longue route pour la suite, mais je crois que vous resterez un petit peu dans le giron de CDC Habitat. Vous ne quittez pas dans le giron, totalement la maison. Je vais continuer à présider le conseil de surveillance de CDC Habitat, et le directeur général de la Caisse des dépôts m'a demandé auprès de lui de m'occuper d'activités immobilières qui jouent par exemple à l'immobilier de commerce, mais aussi à l'habitat en général et à l'aménagement, de manière à voir de quelle manière on peut mieux structurer cette filière. Je crois beaucoup aux filières. Je crois que l'époque des entreprises isolées est derrière nous. Et je pense qu'il est très important à la fois de structurer des filières et de constituer des réseaux d'affaires, des réseaux relationnels. C'est probablement ça l'avenir de notre économie et le redressement du pays. Très bien, ça nous donnera l'occasion peut-être de nous recroiser, de vous réinterviewer. Merci Aurélien également pour ta venue sur ce plateau. Merci à toi Baptiste. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour de prochaines émissions ici sur BITV. Au revoir.